Alors, pour vous donner quelques informations, donc je vous remercie à toutes et à tous d'être présents et présentes à cette intervention et je vous souhaite la bienvenue. Les petits réglages techniques étant faits, nous pouvons commencer maintenant plus paisiblement. Voilà, pour vous donner quelques informations sur qui je suis, d'où je viens, eh bien, je suis à la base auteur-réalisateur de films documentaires sur l'eau, dont L'eau la médiatrice comme premier film, et puis Aquanime, qui a parlé spécifiquement de la dynamisation de l'eau. Et puis, j'ai poursuivi en continuant les recherches dans le domaine de l'eau, des 4 éléments, pour faire un certain nombre de conférences, donner des cours également dans les écoles de naturopathie, et puis créer l'association Water for World pour favoriser la purification de l'eau dans le monde et arriver à la conception des systèmes amidaux dont nous parlerons un petit peu également. Voilà. L'îlot de l'âme est dans le cœur de l'eau, effectivement. L'eau est partout et nous allons le voir. Et c'est un élément ô combien important pour notre vie, dans toutes les dimensions d'ailleurs de la vie. Quelque part, sonder l'élément eau, c'est s'ouvrir une nouvelle dimension de soi-même, effectivement, puisque nous sommes constitués d'eau. Et le fait de s'intéresser à cette thématique, au-delà de la question de la qualité de l'eau, de la purification de l'eau, des éléments que nous allons aborder, c'est aussi à un moment donné s'intéresser et s'autoriser à ouvrir des portes qui peuvent aller plus loin sur également la compréhension de soi-même, puisque quelque part, nous sommes constitués de l'eau et des 4 éléments dont nous faisons partie. Une question que j'aurais envie de vous poser, à laquelle je n'aurais pas forcément la réponse tout de suite, mais ça serait bien: quelle eau buvez-vous? Quel type d'eau buvez-vous? Et cette question, je la pose souvent quand je suis en conférence, et souvent j'ai une réponse qui est à moitié entre l'eau du réseau, l'eau en bouteille, et puis il y a certaines aussi personnes qui dynamisent leur eau. Mais en général, c'est à peu près moitié entre les gens qui consomment de l'eau du robinet et les gens qui consomment de l'eau en bouteille. Et c'est assez intéressant puisque ça détermine aussi un peu le niveau de connaissance ou d'investissement qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même aussi, de sa santé, et puis de ce que nous avons déjà perçu en fait de l'importance de cet élément dans notre vie. Alors, pourquoi parler de l'eau? Parce que, quand même, rappelons-le, notre corps est constitué en majorité d'eau, c'est vrai. Alors, quand on dit 70 à 80%, bien en fait, on parle du pourcentage de la masse d'eau au niveau de notre organisme, mais on pourrait également parler de la proportion de molécules d'eau au sein de notre organisme. Et là, on s'apercevrait qu'on atteint des niveaux beaucoup plus importants, puisqu'on est à quelque chose comme de l'ordre de 99 ou un petit peu plus % de molécules d'eau au sein de notre organisme. Et ça nous donne aussi une meilleure compréhension, un meilleur positionnement sur eh bien, l'importance de cet élément pour notre organisme, puisque notre corps, en fait, en est constitué en majorité. Donc, en fait, c'est comme un pilier, une base de construction de notre organisme. Et ça va permettre de mieux comprendre la raison pour laquelle s'intéresser d'une part à cet élément et d'autre part à sa qualité ou à ses propriétés, eh bien, c'est une possibilité pour améliorer également le fonctionnement de l'organisme, ce qui peut sembler assez logique quelque part, on va le voir. Voilà. Donc, la qualité de l'eau que je consomme aurait-elle une importance pour ma santé, pour mon organisme? Eh bien, fort probablement. Alors, rappelons que les médias en ont parlé aussi. Et puis, alors je crois que nous avons un participant qui a découvert la possibilité de mettre des petits dessins sur les diapos. Nous avons dans les grands médias, dans différents médias, des informations évidemment qui sont passées sur la qualité de l'eau. Arte en a parlé à travers cette émission Quand la chimie contamine notre eau, où ils avaient fait état
des différentes pollutions qu'on pouvait retrouver dans les cours d'eau. On l'a vu aussi dans M6 Capital Terre, où là, c'était pas forcément la thématique sous le même angle. Ils ont parlé un peu plus aussi des stations d'épuration, de ce qu'on retrouvait à ce niveau-là. On a vu également des émissions sur TF1 qui parlaient également de l'eau embouteillée à ce niveau-là. France 2 a parlé, ça c'était un peu plus récent, de la pollution de ce qu'on appelle les microplastiques qu'on retrouve dans 72% des cours d'eau français. On va voir ça. Puis il y a eu une grande émission un petit peu plus ancienne de France 3, du poison dans l'eau du robinet, qui a fait beaucoup parler en fait des différentes problématiques aussi métaux qu'on pouvait retrouver. Donc c'est pas un sujet nouveau, de la question de la qualité de l'eau et de ce qu'il peut y avoir dans l'eau du réseau, des cours d'eau, etc. Alors on va rentrer un petit peu plus en détail à ce niveau-là on ne va pas s'apesantir non plus là-dessus, mais essayer quand même de voir un peu où on en est sur la qualité, ce qu'on peut retrouver dedans et si c'est un intérêt pour nous ou pas. Voilà. Une des premières questions peut-être à se poser serait de s'interroger aussi sur ce qui nous est communiqué en termes d'information et en fait sur ce qui est analysé au niveau de nos réseaux d'eau, en fait, l'eau qui arrive chez nous directement. Vous êtes peut-être intéressé à cette des fois documentation qui est remise avec la facture d'eau et qui donne quelques informations sur ce qui est recherché. Et en fait, quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'on a environ peut-être 500 substances, en moyenne déjà sur des analyses assez conséquentes qui sont recherchées. Mais en fait, on utilise couramment en Europe plus de 100 000 molécules différentes. Et c'est là où on s'aperçoit que déjà entre ce qui est recherché, qui sont principalement en fait les pesticides, quelques métaux lourds et puis certaines bactéries, voilà, quelques éléments chimiques. Mais sinon, il y a toute une frange en fait de substances qui ne sont pas recherchées et qu'on peut d'ailleurs pas rechercher puisque il y en a tellement que s'il fallait les analyser toutes, ça aurait des coûts importants et puis il faudrait le faire et le refaire puisque les analyses d'eau du réseau se font un certain nombre de fois dans l'année, donc ça aurait un coût important. Mais ça, c'est juste pour s'apercevoir que en fait, la vision que nous avons du point de vue, je dirais, officiel de la qualité de l'eau, elle est partielle. Elle nous donne une partie simplement de l'information. Elle ne nous donne pas la totalité de l'information. Et puis, bien évidemment, il y a aussi ce qui est ajouté, c'est-à-dire il y a l'eau telle que nous la prenons, on va voir les différentes sources de captage, et puis il y a ce qui est ajouté pour faire en sorte que quand elle arrive au robinet du consommateur, cette eau-là, elle soit, on va dire, potable, entre guillemets, bien que ce terme-là ait été remplacé par un terme maintenant couramment utilisé qui n'est plus potable, mais qui est le terme EDCH, qui veut dire eau destinée à la consommation humaine. C'est-à-dire que le terme de potabilité, déjà, on s'aperçoit que il était sujet à questionnement. Voilà. Et donc, quand on dit eau destinée à la consommation humaine, effectivement, c'est ce qui est fourni au consommateur. On lui fournit une eau destinée à sa consommation. Par contre, on va moins s'engager sur la question de la potabilité qui, quelque part, serait en résonance éventuellement avec la notion de santé ou favorable, en tout cas, à l'organisme. Et une des problématiques principales, et c'est aussi d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens se dirigent vers autre chose que l'eau du réseau, c'est le chlore qui est mis en quantité importante sur le réseau pour résoudre en fait les problématiques bactériennes. C'est-à-dire qu'entre le départ de la station de traitement de l'eau et les habitations, il y a des canalisations dans lesquelles les bactéries peuvent se retrouver, proliférer et poser des problèmes au niveau de la santé. Une des seules solutions qu'on a trouvées maintenant, c'est d'ajouter du chlore en quantité à différents points du réseau éventuellement pour éviter ces problématiques-là. Pour autant, ce n'est pas une raison pour laquelle le chlore serait favorable à la santé, puisqu'il a pour détruire des bactéries. C'est quand même important de rappeler que dans notre organisme, il y a des milliards de bactéries, il n'y en a plus que des cellules, et si elles sont présentes, c'est certainement qu'elles ont un rôle à jouer, qu'elles ont leur place. Et le fait aussi de consommer ces eaux qui ont du chlore, ça vient également au niveau des intestins bien détruire une partie de cette flore bactérienne qui a sa place, qui a son rôle également aussi au niveau des intestins pour la santé, puisque certainement, vous l'avez déjà entendu, l'intestin est notre deuxième cerveau. Sans parler des plantes aussi qui ont besoin des micro-organismes. Quand on arrose de l'eau avec des plantes avec de l'eau chlorée, ce n'est pas non plus l'idéal. Ensuite, nous avons la question des pesticides. C'est vrai qu'il se trouve que les pesticides sont assez diffusés
à travers tout le pays. En fait, on en retrouve couramment 300 sortes différentes dans 93% des cours d'eau français. Et il y a certains cours d'eau, comme vous pouvez voir sur la carte, hein, sur les points noirs, où on a déjà à peu près 200 substances réunies. Mais si on regarde l'ensemble des substances, eh bien, on va jusqu'à 300 substances qu'on va retrouver dispatchées à différents endroits. 93% des cours d'eau français, c'est quand même déjà très important. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les pesticides sont autant contrôlés au niveau de l'eau, hein, qui est transmise du réseau, parce qu'on les retrouve quand même un peu partout. Mais évidemment, on va voir qu'il y aurait des questions à se poser aussi pour d'autres molécules. Alors, il y a quelque chose qui est à prendre en considération, qui a été assez étudié, notamment à partir des pesticides, c'est ce qu'on appelle les effets cocktails, et c'était étudié à partir des pesticides, notamment sur la combinaison de 3 molécules différentes, où on s'aperçoit que ces molécules-là, bien quand on les combine, les effets sont décuplés, et même à des doses en fait qui sont qui sont infimes, qui sont nettement inférieures en fait à ce que proposent les seuils qui nous sont proposés comme étant favorables à la santé, ou en tout cas non nocifs. On s'aperçoit que dans les combinaisons, on a des effets qui finalement, à des doses plus faibles, ont un impact sur nos organismes. Et ça, à l'heure actuelle, on n'en tient pas compte en fait dans les services de traitement des eaux, parce que ce sont des choses qui sont relativement complexes à appréhender. Hein. Dès qu'on a différentes sortes de molécules, on a différentes sortes de combinaisons et on ne peut pas tout appréhender en amont. Néanmoins, c'est une réalité existante. Alors, sur le cycle, sur une autre problématique, en fait, dont on parle moins, mais qui pourtant est certainement une des problématiques les plus importantes à l'heure actuelle, c'est la problématique des résidus médicamenteux. Et pour bien la comprendre, il est intéressant en fait de voir d'une part d'où elle vient et de comprendre le cycle également. C'est une source importante en fait de pollution, et on peut se demander d'où viennent la pollution de ces résidus médicamenteux. Et ce qu'il faut savoir déjà, c'est que notre organisme en fait relargue entre 70 et 90% les molécules médicamenteuses, et donc tout ça, ça va passer à la station d'épuration. Et dans la station d'épuration, ce qu'on voit sur ce schéma-là, eh bien, on va s'apercevoir que ces molécules-là, elles ne sont pas forcément retraitées, parce que ce sont des molécules très petites et qu'on n'a pas les systèmes dans les stations d'épuration pour les retraiter. On peut les voir, ce sont les petites particules rouges que vous voyez sur le schéma, qui vont inévitablement se retrouver au niveau des cours d'eau. Et de l'autre côté de la chaîne, hein, on ne voit pas la totalité là, du réseau, mais on voit que sur la partie gauche, il y a l'alimentation en eau potable qui va venir pomper soit dans les cours d'eau, soit dans les nappes phréatiques, ou éventuellement alimentées par des sources, mais quelque part aux mêmes endroits où on est venu rejeter avec les stations d'épuration ces molécules-là. Donc inévitablement, dans le cycle, à un moment donné, elles vont se retrouver par voie de conséquence dans nos stations de traitement de l'eau. Et ces stations de traitement de l'eau ne sont pas non plus prévues pour capter ces résidus médicamenteux, qui sont des particules très fines et qui vont du coup se retrouver dans l'eau du réseau, j'ai plus accès, et qui vont par voie de conséquence arriver chez nous sans que forcément nous soyons véritablement conscients des teneurs, du type de molécules et des quantités. Et pour avoir vu les résultats de certaines analyses qui ont quand même déjà été faites, on sait qu'il y a une présence qui va être plus ou moins importante en fonction aussi des saisonnalités, des zones de captage, de ce qui a été rejeté, mais qui est là et qui n'est pas prise en considération. Et ça, c'est une problématique importante aussi et qui est assez difficile à résoudre, parce que ces molécules sont particulières, elles sont très fines et on ne peut pas les retirer aussi facilement que ça, notamment dans une station de traitement de l'eau. Voilà. Il est important de voir aussi qu'il y a une consommation importante chez les particuliers de détergents. C'est vrai qu'il y a souvent cette idée que c'est l'agriculture qui pollue.
on consomme à peu près autant à l'année de produits détergents chez les particuliers que de pesticides dans l'agriculture. Donc, c'est important de voir que tout ce qui va concerner en fait le domaine de la vie, que ce soit l'alimentation, la manière de se soigner ou les produits utilisés dans l'habitation, tout ça, ça va avoir un impact inévitablement sur la ressource. Donc, c'est pour répondre aussi un peu à cette question-là, pourquoi aussi peu d'informations sur la pollution de l'eau? Parce que quelque part, s'intéresser à cette question-là, c'est aussi, à un moment donné, pointer du doigt sur quelles sont mes propres pratiques vis-à-vis de la santé, de l'alimentation, voilà, des produits que j'utilise. Donc, c'est aussi quelque part une remise en question à un moment donné sur ces pratiques-là. Alors, souvent, vers quoi se tourne le consommateur quand il a des interrogations éventuellement sur la qualité de l'eau, ne serait-ce que le goût de l'eau, par exemple, lié au chlore, ces choses-là, il va se diriger vers les eaux embouteillées parce que finalement, ça peut être une solution simple et pour avoir une eau qui au moins n'a pas de goût ou a un goût acceptable et qui semble être une eau saine pour la santé. On peut se poser la question de si c'est bien le cas. Alors, on a a priori à peu près 35% des consommateurs en France qui sont des consommateurs d'eau en bouteille. Peut-être un petit peu plus, en tout cas, moi, ce que j'ai pu constater dans mes conférences, c'était toujours à peu près moitié-moitié. Mais enfin, bon, même si on est à 40 ou 45%, il y en a quand même chez nous, en tout cas en France, mais ce n'est pas limité à chez nous, une proportion importante qui se dirige vers cette solution-là, comme étant pour elle une bonne ou voire la meilleure solution. Et donc, évidemment, différentes questions se posent vis-à-vis de ça, à savoir l'aspect économique, l'aspect écologique et puis aussi l'aspect de la qualité de l'eau qu'on peut avoir dans ces bouteilles-là. On va s'apercevoir qu'évidemment, il y a un certain coût à ça, inévitablement. Et puis aussi, sur d'autres études qui ont été faites sur la qualité de ces eaux à l'intérieur, on s'aperçoit aussi qu'à un moment donné, au cours du processus, il va y avoir un relargage de certaines particules ou certaines parties du plastique des bouteilles qui va aussi se retrouver au niveau de l'eau, sans parler de l'aspect écologique et tout ce que ces bouteilles qui ne sont pas forcément totalement recyclées génèrent dans l'environnement, tant et si bien que cette étude est sortie sur ce qu'on appelle les micros, les invisibles, les micropolluants plastiques qu'on va retrouver dans 72% des eaux européennes, donc c'est-à-dire autant sur les eaux du réseau que les eaux embouteillées. Ce qui fait que, à travers toutes ces différentes sources d'approvisionnement en eau, on est amené à consommer l'équivalent de 5 grammes de plastique par semaine, ce qui est très conséquent. On n'a pas l'impression que ça se passe de cette manière-là. Ça correspond au poids d'une carte de crédit en plastique qu'on va retrouver à travers des micropolluants qui sont un petit peu partout. Heureusement, le corps est quand même bien fait pour réussir à en évacuer une bonne partie, et c'est tant mieux. Néanmoins, c'est présent et c'est vrai que l'utilisation, la consommation de plastique d'une manière ou d'une autre va dans le sens de la contribution de cette réalité-là aussi. 60 millions de consommateurs s'est intéressé à cette question-là et est allé voir aussi dans 37 sources, en faisant l'analyse sur 85 molécules chimiques recherchées, c'est-à-dire finalement assez peu, eh bien, qu'est-ce qui était retrouvé? Et sur des pesticides, des résidus médicamenteux, etc., eh bien, sur ces 37 sources, ils se sont aperçus que dans 10, ils retrouvaient soit des résidus médicamenteux, soit des pesticides. Et la question, évidemment, qui se pose à ce moment-là, c'est comment se fait-il, quelque part, que dans les zones où on a le captage de ces eaux minérales ou eaux de source, donc qui sont en général des zones préservées, dans des hautes montagnes ou dans des forêts avec des périmètres de captage protégés, comment à ces endroits-là même, on peut retrouver ces molécules-là aussi qui sont présentes. C'est une vraie interrogation, parce que l'eau suit un cycle, elle est véhiculée, et qu'au fur et à mesure de son cheminement, eh bien, certaines molécules ne se dégradent pas aussi rapidement ni aussi simplement, elles sont simplement véhiculées par les cours d'eau et elles peuvent se retrouver un peu partout et dans différentes sources. Ce que je vous disais également tout à l'heure, c'est que
il y a d'une part la qualité de l'eau dans la bouteille, mais il y a effectivement aussi ce qui a été observé sur 20 types de plastiques différents, puisqu'il y a différentes combinaisons dans ces bouteilles-là, de l'imprégnation qu'il va y avoir entre le plastique et l'eau. Et ça aussi, on l'a vu, ça génère des perturbations endocriniennes. Donc, de toute façon, le support en lui-même n'est pas forcément idéal, évidemment, ni pour véhiculer l'eau, ni pour voilà, la conserver. Pourtant, à l'heure actuelle, c'est ce qui est utilisé. Ça reste une solution légère et pratique, mais voilà, qui comporte évidemment de nombreux inconvénients. Alors, une question revient aussi, et on peut s'interroger, à savoir s'il il est utile, nécessaire de regarder dans sa consommation, dans l'utilisation de l'eau, uniquement l'eau de boisson qui va servir également pour la cuisine, la préparation des aliments, etc. Ou si on a aussi un intérêt, une utilité à aller observer les autres utilisations de l'eau dans l'habitation, comme la douche, le bain, etc. Et si dans les utilisations corporelles, il y a un intérêt à avoir une eau de bonne qualité aussi, au-delà du fait que si on prend sa douche, on peut avoir l'impression d'être à la piscine, c'est peut-être sympa, mais c'est vrai que pour l'organisme, on peut se poser la question si c'est favorable. Et on a la chance d'avoir une étude, une publication qui est parue dans un journal scientifique qui s'appelle Nexus, et qui faisait ces observations-là, en fait, de l'imprégnation de certaines particules au niveau de la peau, notamment le chlore, mais pas que. Ça peut être aussi des résidus médicamenteux ou des pesticides, et qui s'était aperçu qu'il y avait une absorption importante par la peau, mais aussi par inhalation, euh, aussi très importante, on va dire plus que par ingestion, dans le sens où lorsque l'eau est ingérée, il y a certains sucs gastriques et éléments qui peuvent arriver à transformer certaines molécules, mais par la peau, l'imprégnation est directe, il n'y a pas de barrière de retraitement, et à ce moment-là, eh bien, il y a aussi une imprégnation qui est faite par là. C'est encore plus vrai, évidemment, pour les bébés, dont la peau est l'organe d'hydratation. Si vous essayez de faire boire un jeune nourrisson de l'eau, il ne va pas en boire. Par contre, si vous voulez le réhydrater, vous le mettez dans un bain et tout de suite, en peu de temps, il va y avoir une réhydratation très importante. Donc, c'est d'autant plus vrai à cet âge-là où tous les pores de la peau sont dépliés, sont déployés pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire et capter. Voilà. Donc, les utilisations de l'eau au niveau de la cuisine ont un intérêt pour la santé, tout autant que les utilisations de l'eau au niveau du bain, de la salle de bain. Il y a un autre aspect qui est à prendre en considération, qui n'est pas forcément tout de suite perçu ou perceptible, mais qui est à prendre en considération, c'est ce qu'on appelle la structure de l'eau. Et on peut également se demander, lorsque l'eau a parcouru sous pression des kilomètres de canalisation à angle droit, en contact avec différents matériaux, et autres bactéries, sédiments, métaux, tout ça, on peut se demander la qualité énergétique, on va en reparler, de cette eau-là quand elle arrive au niveau de notre robinet. Alors, quelle est la solution la plus pertinente pour vous? C'est peut-être une question que vous êtes posée. Et nous, on a répondu à cette question-là pour vous. On s'est dit, puisqu'il n'y a pas de solution, eh bien, arrêtons de boire de l'eau et nous vous proposons de vous mettre à la consommation de vin. Voilà. Je vous remercie, messieurs, dames, d'être venus à cette présentation. Et cette petite boutade étant dite, n'est-ce pas? Retournons au centre de notre sujet. La consommation de vin ne résout pas la problématique de l'eau, messieurs, dames, vous avez bien compris. Et peut-être, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, m'étant interrogé sur cette question-là, hormis filtrer l'eau chez soi, je n'ai pas encore trouvé de solution autre pour avoir de l'eau de qualité chez moi. Donc, je vais vous donner quelques informations sur la filtration de l'eau pour qu'on voit un peu ce qu'il existe dans ce domaine-là. Et on va s'apercevoir que finalement, filtrer l'eau, c'est une chose peut-être importante, mais ce n'est pas tout non plus. Dans la filtration de l'eau, en fait, nous avons 4 grandes familles. Principalement, il y a une multitude de systèmes existants, mais il n'y a pas non plus 36 manières de filtrer l'eau. On va retrouver le charbon, l'osmose, ou ce qu'on appelle l'osmose inverse, les filtrations céramiques, et puis
la préfiltration, hein, ce qui est de l'ordre des filtres en tissu ou synthétiques. Alors, je vais faire un petit détail des différentes familles. La première, c'est la famille du charbon, c'est celle qui est le plus couramment utilisée et qui est utilisée aussi le plus couramment à travers le monde parce que d'une part, elle est relativement accessible et d'autre part, elle répond très bien à la quasi-totalité de la diversité des molécules chimiques existantes. Et ça, c'est dû à la manière dont le charbon fonctionne vis-à-vis des molécules chimiques de synthèse. Donc, assez très répandu. On a aussi l'osmose, l'osmose connue sous le nom d'osmose inverse, qui sont en fait des petites membranes extrêmement fines à travers lesquelles l'eau va passer et qui, du coup, va capter, va conserver les particules. On peut avoir des niveaux de filtration qui sont extrêmement fins, donc ce sont des outils qui sont très performants. Tellement performants d'ailleurs qu'on va retirer les éléments chimiques de synthèse contenus dans l'eau, et ça c'est ce qui est souhaité, et puis on va également retirer les éléments minéraux contenus dans l'eau, puisque ça filtre extrêmement fin. Et sur cette question-là, c'est une question qui est souvent posée, et c'est une thématique à part entière, je vais en parler après d'ailleurs, qui porte à interrogation sur y a-t-il la nécessité de retirer également ces éléments minéraux contenus dans l'eau, qui a priori sont là au départ dans l'eau en tant qu'éléments naturels, donc favorable à l'organisme. Mais vous allez voir que sur ce point-là, il y a deux approches. Donc, je vais aborder le sujet aussi. Et au niveau de l'osmose, il y a quand même aussi la nécessité, c'est intéressant de le savoir, pour un litre d'eau qui est filtré, donc qui peut être bu, en moyenne 4 à 5 litres d'eau qui vont servir à nettoyer les membranes. Parce que comme elles filtrent extrêmement fin, elles se saturent et donc il faut aussi pouvoir les nettoyer. Donc sur l'aspect aussi écologique, on peut s'interroger économique de la validité de ces systèmes-là, bien qu'ils soient très performants. Sur les cartouches céramiques, ça fait aussi partie de systèmes assez répandus, qui ont une bonne qualité de filtration, qui sont parfois un peu moins utilisés chez nous parce qu'ils vont demander un certain niveau d'entretien lié à cette finesse de porosité de la surface extérieure de la cartouche qui va à un moment donné simplement se saturer avec les éléments qu'on peut retrouver dans l'eau et qui donc demande à être entretenu. Voilà, ce qui est des fois un petit peu plus fastidieux, donc qui réduit le débit et qui du coup est un petit peu moins utilisé. Et puis on retrouve une quatrième catégorie qui est ce qu'on appelle la préfiltration, qui elle va plutôt servir en général tout ce qui est la filtration des gros sédiments, des grosses particules qu'on va mettre en amont d'une habitation par exemple ou d'un système dans lequel, ou si on capte une eau de pluie ou de puits, dans lequel on veut retirer ces grosses particules pour éviter qu'elles endommagent le circuit, la machine, voilà, ou le réseau, mais elles ne vont pas servir en aucun cas à traiter résidus médicamenteux, pesticides ou autres, puisque ce ne sont pas leur rôle. Alors, des questions et des observations qui reviennent assez souvent aussi tournent autour de l'utilisation des carafes, parce que c'est vrai qu'elles ont été très répandues, et elles le sont encore, et que c'est souvent une solution à la fois facile d'accès, peu coûteuse, bien que si on regarde sur le long terme avec les cartouches et le résultat obtenu, on peut quand même s'interroger, mais qui semble être en tout cas, qui est largement proposée et qui semble être une solution éventuellement pour améliorer au moins le goût de l'eau vis-à-vis du chlore et certaines choses. Sauf que on s'est aperçu que, étant donné que la cartouche en fait contient du charbon, vous pouvez voir à quoi ressemble le charbon, c'est un peu comme une éponge qui est pleine de trous. Et quand vous avez ça au centre de la cartouche, au milieu, et que ce charbon est humide, qu'il est à température ambiante, que la cartouche est manipulée, on la prend avec des mains et qu'on est à la lumière, eh bien, cette éponge va se charger en fait de bactéries qui vont proliférer à l'intérieur et qui du coup font que de ce point de vue bactériologique, la qualité de l'eau qu'on a au final peut être inférieure à ce qu'on avait en amont. Au-delà du fait qu'on peut réussir quand même, heureusement, à capter certaines molécules, mais ça ne remplit pas forcément sa fonction non plus sur tous les niveaux qui nous intéresseraient, alors que pourtant le charbon est intéressant quand même. Je tiens à apporter aussi une petite précision pour éviter parfois une certaine confusion entre la filtration et l'adoucissement de l'eau. Ce sont des questions aussi qui sont assez souvent posées. Les personnes peuvent dire, voilà, moi je traite mon eau chez moi, dans le sens j'ai un adoucisseur et donc voilà, mon eau est traitée, mais c'est adoucir l'eau ou filtrer l'eau sont deux notions vraiment différentes et distinctes. Donc pour vous donner quelques éléments techniques à ce niveau-là,
l'adoucissement de l'eau, pour adoucir de l'eau, on passe par ce qu'on appelle communément un adoucisseur, c'est-à-dire un système qui va être constitué bien, de résines synthétiques qui sont là pour capter les éléments calcium qui génèrent ces problématiques de tartre. Et ensuite, on va régénérer cette résine avec du sel. Et ensuite, voilà, on va envoyer ça dans le réseau de l'habitation. Et comme on envoie aussi bien, du sodium au niveau de l'eau qui sert à retirer ce calcium présent dans les résines, on va souvent, pas toujours, mais parfois avoir en complément de l'adoucisseur un osmoseur au niveau du point d'eau de la cuisine qui va permettre de retirer les éléments apportés par le sodium ou l'adoucisseur au niveau de l'eau. Donc ça peut faire des installations un petit peu complexes. En tout cas, ça c'est prévu pour, je dirais exclusivement, le traitement du calcaire, mais ça ne va pas répondre à la qualité de l'eau du point de vue de la santé, en fait, du point de vue de ce qu'on attend d'une eau qui va être favorable à l'organisme. Bon, sans parler de ce que ça nécessite d'entretien, de consommation de sel, etc. Alors que pour autant, si on s'intéresse un peu à la question, eh bien, on va s'apercevoir qu'il est possible de traiter naturellement le calcaire, puisque en fait, si on regarde les caractéristiques de l'eau et la manière dont l'eau fonctionne dans la nature, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question-là, mais on ne voit pas, même sur des eaux très dures, dans les rivières, de tartre sur les pierres, et on pourrait s'interroger pourquoi. Alors que dans certaines rivières, on a des eaux qui sont relativement dures, autant que, ou même plus que ce qu'on peut avoir au niveau du robinet, mais pourtant, ça n'apparaît pas forcément. Et ça, c'est lié aux dynamiques, en fait. Aux dynamiques de l'eau, il suffit d'intéresser à ces propriétés intrinsèques de l'eau pour mieux comprendre leur mode de fonctionnement et s'apercevoir qu'on peut agir dessus d'une certaine manière. Ce qu'on appelle le tartre, ou communément le calcaire, est une forme du calcaire qui est la calcite, l'image que vous pouvez voir, cette forme de calcite qui est plus conséquente va s'accrocher, s'incruster. Par contre, quand on redonne à l'eau ces dynamiques naturelles, eh bien, on va modifier également l'eau et par voie de conséquence les éléments qu'elle contient, dont le calcium. Et on va transformer cette forme de calcite dans une forme plus légère qu'on appelle l'aragonite et qui, elle, va du coup perdre une bonne partie de ses propriétés incrustantes. C'est-à-dire, au lieu de s'accrocher, elle va réussir à passer en suspension dans l'eau et donc éviter les problématiques qu'on connaît de l'entartrage, des canalisations, de la robinetterie, etc. Sans pour autant avoir besoin de passer par des résines, etc. Et constater évidemment ensuite des effets qui sont similaires à ce qu'on peut avoir avec un adoucisseur ou l'eau adoucie, c'est-à-dire une eau plus douce, la diminution de l'utilisation des détergents, etc. Alors, ceci étant dit, une thématique importante et qui me tient à cœur est aussi la thématique énergétique de l'eau, puisque en fait, consommer une eau sans molécules chimiques, c'est bien, c'est important, puisque notre corps n'est pas une station d'épuration, et même s'il a la capacité d'en retraiter une partie, d'en évacuer une partie, et c'est tant mieux, il a aussi nous avons aussi éventuellement la possibilité, peut-être la nécessité, de lui éviter ce travail-là, d'une part, et puis de faire en sorte que l'eau que je vais apporter à mon organisme, ça soit une eau sur laquelle l'organisme puisse aussi lui-même s'appuyer pour se régénérer, pour être pleinement dans ses fonctions de fonctionnement organique pour sa santé. Et dans ce cadre-là, dans ce domaine-là, eh bien, on va rentrer dans ce qu'on appelle la dynamisation, la vitalisation, l'information, la structuration de l'eau. Il y a différents termes qui sont utilisés, qui vont correspondre, on va voir, à différents éléments, différents outils, à différentes pratiques, et qui vont conférer à l'eau des propriétés particulières qui vont augmenter en quelque sorte son fonctionnement. Pour avoir la compréhension de cela, il faut revenir à l'origine, à la base, et voir comment l'eau se comporte déjà au niveau de la nature. Et dans la nature, l'eau va parcourir des centaines, voire des fois des milliers de kilomètres sous terre, à travers les strates rocheuses, et va s'imprégner, intégrer différents éléments minéraux, mais elle va également avoir différentes dynamiques particulières et qui vont l'amener à arriver à une certaine forme de cohérence. Donc, c'est là où on va parler de cohérence, de structure, de caractéristiques particulières de l'eau.
Donc là, je ne parle pas forcément des aspects physiques de l'eau, mais plutôt des aspects énergétiques de l'eau. Et c'est là où en vient aussi cette question sur l'assimilation des minéraux au niveau de l'organisme. Et c'est une grande question de s'interroger, de savoir si les minéraux qui sont présents dans l'eau sont favorables ou non à l'organisme. Et en fait, ce qu'on va pouvoir s'apercevoir, c'est que, et notamment d'ailleurs si vous vous rendez dans les villes thermales où on fait de la consommation d'eau pour favoriser sa santé, ce sont parfois des eaux qui sont extrêmement chargées avec des hautes teneurs en minéraux. Je prends l'exemple souvent de Châtel-Guyon, qui n'est pas très très loin de chez moi, où les gens viennent consommer des eaux entre 7000 et 8000 mg par litre. Donc ça fait partie des eaux les plus minéralisées d'Europe et ils en trouvent des bénéfices pour leur santé. La petite nuance à comprendre, c'est que ces eaux sont prises à la source, qu'on appelle le griffon, et qu'à la source, on a des eaux qui ont des caractéristiques dynamiques particulières, des minéraux qui sont dits natifs et qui, à ce moment-là, vont être facilement assimilables par l'organisme. Et c'est cette petite nuance qu'il faut percevoir entre une eau prise à la source et une eau qu'on va sortir de la source et qu'on va passer dans des canalisations pour arriver jusqu'à notre robinet qui va perdre ses dynamiques vitales parce qu'entre des canalisations rectilignes, angle droit sous pression ou des rivières où l'eau va pouvoir serpenter, je dirais naturellement, et conserver ses dynamiques vitales et tourbillonnaires, eh bien, c'est là où la nuance se fait au niveau de l'eau, des minéraux qu'elle contient et du coup de leur assimilation. Donc, la question de l'assimilation des minéraux ne tient pas forcément qu'à la teneur ou à la quantité, mais surtout aux caractéristiques de l'eau qui va porter ces minéraux-là. Alors, évidemment, je reviens aussi sur les dynamiques tourbillonnaires, hein, puisque c'est la dynamique de base et d'excellence dans la nature pour se régénérer. D'ailleurs, si vous vous rendez à proximité d'un cours d'eau, vous observez une rivière, vous verrez que cette dynamique tourbillonnaire se produit des centaines de fois partout dans la rivière à chaque seconde, des tourbillons à droite, des tourbillons à gauche. Et en fait, cette forme tourbillonnaire va permettre d'une part à l'eau à se régénérer aussi, à transformer, à transmuter certains polluants. Ce n'est pas d'ailleurs pour rien que cette même dynamique se retrouve en fait de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Hein. Même les galaxies ont cette forme-là, cette même forme tourbillonnaire. C'est juste l'échelle de taille qui change et on pourrait s'interroger de savoir pourquoi une galaxie a cette même forme et pourquoi cette dynamique particulière est présente à cet endroit-là, tout autant qu'elle l'est dans les parties les plus fines de nos organismes, à savoir les atomes et le noyau des atomes qui fonctionnent pareil, avec cette double dynamique tourbillonnaire inversée qui va se retrouver dans le noyau de l'atome, aussi au niveau de notre ADN, par exemple. Et pourquoi est-ce que dans ces différentes étapes de construction de la vie, cette dynamique tourbillonnaire apparaît et qu'est-ce qu'elle permet au vivant, qu'est-ce qu'elle va générer sur le vivant et pour nous, pour notre thématique en l'occurrence, au niveau de l'eau. Et donc cette dynamique tourbillonnaire est vraiment extraordinaire puisqu'elle va créer en fait par ce jeu du flux qui part de l'extérieur, qui va venir se centrer vers l'intérieur, elle va créer en fait une organisation au niveau de l'eau qui va permettre ce qu'on appelle une structuration ou une mise en cohérence, c'est-à-dire qu'il y a un certain agencement interne au niveau de l'eau qui va pouvoir apparaître et qui va lui donner des caractéristiques particulières d'organisation des molécules entre elles, alors entre guillemets, hein, puisque les molécules d'eau s'allient et se délient des milliards de fois à chaque seconde, donc on ne peut pas véritablement parler d'organisation figée des molécules, mais ce sont des possibilités en fait de se combiner et de se mettre en forme et en cohérence qui vont amener à l'eau aussi, à travers ces caractéristiques-là, des capacités à, d'une part, agir sur ce qu'elle contient, donc ces éléments minéraux, ou ceux avec quoi elle va être en contact. Et donc, ces éléments minéraux qui sont présents dans l'eau, à partir du moment où j'ai cette action, cette cohérence de l'eau, eh bien, les éléments qu'elle contient vont eux-mêmes changer en quelque sorte de forme et devenir facilement assimilables par l'organisme. C'est un point important à comprendre qui n'est pas toujours le plus évident au départ, mais
qui a suscité énormément de questionnements, d'interrogations et de recherches auprès de différents chercheurs. Après, dans des approches, je dirais, un petit peu plus pratiques ou pragmatiques, on peut faire des expérimentations, d'ailleurs tout un chacun chez lui-même, qui sont assez simples finalement à réaliser, par exemple sur du végétal, sur des graines ou sur des plantes, de faire des tests comparatifs que j'ai moi-même pu reproduire de multiples reprises et de s'apercevoir qu'entre une eau, je pourrais dire normale ou une eau du réseau, et cette même eau qui a été largement vitalisée, eh bien, en termes de germination de graines, par exemple, on va observer des départs de germination beaucoup plus tôt, des niveaux de pousse et de croissance qui sont plus élevés. Et puis, si on laisse pousser les végétaux, en fait, on s'aperçoit qu'ils ont une force, une puissance au niveau du système immunitaire qui est plus importante. Et si on va jusqu'à pousser ces observations-là sur des légumes ou des fruits et à observer leurs caractéristiques même en termes de minéraux, qui sont aussi des caractéristiques gustatives, eh bien, on s'aperçoit aussi qu'on a des nuances liées simplement à cette différence de structure de l'eau qui a été mise dans un cas et pas dans l'autre. Parce que cette structure de l'eau, elle va aussi véhiculer au niveau de la plante des caractéristiques, des capacités à interagir mieux avec son environnement, à capter mieux dans la terre les éléments nutritifs dont elle a besoin et à interagir mieux aussi avec son environnement, je dirais, plus cosmique autour, qui également est important pour la croissance de la plante. Donc ça, ce sont des observations qu'on peut faire sur les végétaux, mais on peut aussi en faire sur les animaux. Ça a été déjà réalisé à de multiples reprises, entre autres par Marcel Violet, qui a fait de nombreuses expériences dans les années entre 1930 et 1970, puisqu'il avait à sa disposition une ferme expérimentale et puis il a fait différentes expériences en laboratoire. Et entre autres, une des expériences marquantes, mais il y en a eu plusieurs, a été celle qu'il a fait un peu au départ de son cheminement avec cet outil qu'il appelait un outil de modification en fait de l'eau pour avoir de l'eau. Alors, il n'avait pas encore de l'eau biologique, il n'avait pas encore trouvé le terme exact et la fonction que ça apportait, mais il avait fait des tests avec cette eau. Je ne vais pas reprendre toute l'histoire de Marcel Violet, mais sur des rats au début pour voir si il n'y avait pas une dégénérescence au fur et à mesure du temps parce qu'il n'était pas certain en fait des caractéristiques et de l'aspect justement vital de cette eau-là. Et puis, ayant constaté que tous les rats étaient en bonne santé, il les a revendus à un autre laboratoire. Il se trouve que ce laboratoire faisait des tests avec différents virus qu'ils injectaient aux animaux. Et les rats qui venaient du laboratoire de Marcel Violet avaient un système immunitaire, au bout d'un certain nombre de générations, qui était tellement puissant qu'ils n'étaient pas impactés par ces virus, à la grande surprise du laboratoire. Donc, on s'aperçoit que sur les animaux aussi, mais qui correspond à nos propres structures internes, hein, puisqu'on a à peu près les mêmes proportions selon les animaux, mais eux dans leurs organismes que nous, eh bien, par cette consommation prolongée et sur un certain temps de cette eau-là, vient créer des mécanismes de renforcement intérieur, de renforcement du système immunitaire, qui inévitablement ont des actions sur tout ce qui va arriver de l'extérieur. Et quand le système est suffisamment fort, eh bien, il n'y a pas d'impact particulier bactérien ou viral. Voilà. Donc évidemment, étant très curieux de ces expérimentations faites par Marcel Violet, j'en ai moi-même reproduit à l'époque pour vérifier la véracité de ces observations-là, et notamment sur des poules, avec un ami qui avait des poules pour lesquelles il était très pointu. Et donc, je lui ai un peu expliqué le principe de l'eau dynamisée, qu'il ne comprenait pas forcément, mais il m'a dit, OK, je veux bien expérimenter. Et quand on a dynamisé de l'eau pour ces poules, la première constatation qui était quand même déjà très marquante, c'est que des poules qui buvaient en moyenne 1 litre d'eau dans un cadre normal, à partir du lendemain où on leur a donné cette eau-là, sont mises à boire en moyenne 3 litres d'eau, c'est-à-dire quand même 3 fois plus. Déjà, rien que cette indication-là montrait que, étonnamment, les gallinacés, bien qu'on ne leur ait pas expliqué, avaient comme une propension à consommer beaucoup plus de cette eau-là, comme si elles avaient pressenti qu'elles étaient bonnes pour elles. Et on a travaillé sur différents couples de poules, notamment un qui avait un système immunitaire très faible,
pour voir jusqu'où ça pouvait aller. Et on s'est aperçu que donc le système immunitaire s'est largement renforcé, ces poules qui n'arrivaient pas à se reproduire se sont reproduites et en avance, et que ça se voyait sur différents détails de couleur, de qualité, de brillance des plumes, etc. C'était assez étonnant, assez épatant. Voilà. Il y a eu d'autres expériences aussi réalisées par Marcel Biolay et d'autres qui ont montré également des aspects similaires, plus ou moins différents en fonction des cas. Donc, évidemment, la question qui se pose aussi, c'est comment ça va se passer pour les humains, comment ça se passe sur nos organismes. Et quelque part, on n'a pas une très, très grande différence avec certains animaux, mais en tout cas au niveau de l'organisme et de la manière dont fonctionne l'organisme, puisque respirer, boire, manger. Et donc, que va produire l'eau en fait sur un organisme qui en est constitué en majorité, eh bien, c'est qu'elle va remplir cette fonction déjà d'hydratation. Et on pourrait se poser la question, je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet, mais de ce que c'est que l'hydratation et comment l'eau hydrate véritablement l'organisme, les cellules, quel rôle elle joue au niveau de l'organisme, parce que l'hydratation, c'est un grand mot, mais ça définit finalement pas tous ces mécanismes-là. Et si on s'intéresse à la question, on va s'apercevoir que l'objectif de l'eau dans l'organisme, c'est de créer des liens, des échanges et de pouvoir remplir sa fonction, qui est aussi de nettoyer. Mais pour pouvoir nettoyer, il faut pouvoir rentrer à l'intérieur des cellules, il faut pouvoir capter, donc avoir cette capacité d'ouverture, d'être suffisamment libre, donc pas charger déjà tout un tas de choses pour pouvoir ensuite l'évacuer. Et ça c'est lié aussi évidemment aux propriétés énergétiques de l'eau, parce que plus ces caractéristiques-là sont présentes au niveau de l'eau, plus on va lui redonner également ses propriétés intrinsèques, c'est-à-dire ses fonctions de prendre, de transformer, de transporter et de réémettre. Et c'est pareil aussi au niveau de l'organisme. Donc on a ce premier phénomène qui, je pourrais dire, est presque un phénomène biologique de la fonction de nettoyage de l'eau. Et puis après, il y a les autres phénomènes, ce que ça permet aussi en termes de circulation des flux dans les différents niveaux, endroits de l'organisme d'ailleurs, où l'eau ne va pas pouvoir forcément se répandre si elle n'a pas ces propriétés-là. Parce qu'elle n'a pas les mêmes structures, elle a des structures plus grosses qui circulent moins bien, inévitablement, et donc du coup qui sont plus complexes pour pouvoir remplir pleinement ses fonctions. Donc, la question qui peut se poser, c'est y a-t-il un intérêt finalement à boire une eau saine, une eau vitalisée, avoir des outils pour ça? C'est une vraie question à laquelle moi j'ai répondu pour moi-même, à laquelle vous répondrez peut-être vous aussi pour vous-même. En tout cas, je peux vous donner déjà quelques éléments par rapport à ça, puisque notre travail a été de concevoir des outils pour répondre aux différentes attentes, afin que ce soit possible pour ceux qui le souhaitent d'accéder à une bonne qualité d'eau pour leur santé. Donc, quelques informations juste pour vous donner une idée sur les systèmes amylo qui sont conçus et assemblés en France et fabriqués en Europe, où il y a différents labels aussi de qualité, de suivi. Il y a des outils qui peuvent se mettre sur un point d'eau pour toute une habitation, et puis il y a une autre gamme dont je ne parlerai pas forcément, qui est la partie vitalisation de l'eau, qui a été étendue aussi pour avoir des actions sur l'eau au niveau de l'organisme même, sur l'eau organique, sur les eaux internes. On peut aisément en fait filtrer l'eau sur un point d'eau chez soi. C'est ce qu'on appelle en général la filtration de l'eau sous évier. Alors évidemment, c'est toujours une combinaison entre filtrer d'un côté et vitaliser de l'autre, puisque ces deux aspects-là sont vraiment les deux aspects importants qui font qu'une eau est favorable à un organisme. Nous avons opté pour la filtration charbon, mais pas une filtration charbon granulé, une filtration bloc et condensée, qui permet d'avoir des niveaux de finesse de filtration plus importants, avec des cartouches qui sont imprégnées à l'argent, qui évitent les problématiques bactériennes qui ont pu être rencontrées par d'autres, et qui du coup permettent également d'avoir des durées d'utilisation qui sont beaucoup plus importantes.
n'entrerai pas forcément dans les détails de la technique, mais il y a différentes options pour installer des systèmes sous un avis qui sont assez simples. Et quand on est un bon bricoleur, on peut le faire par soi-même avec une notice. Ça se fait relativement simplement. Une cartouche coûte 37 euros. On va la remplacer une fois par an. Ça donne juste un indicatif entre la consommation d'un foyer de 4 personnes, par exemple, sur de l'eau embouteillée qui est de l'ordre de 300 à 400 euros, hein, selon ce qu'on consomme et ce qu'on achète comme marque, etc. Et le fait d'avoir l'eau filtrée, finalement, qui va servir au-delà de la boisson pour toutes les utilisations de la cuisine et autres, pour le prix d'une cartouche à l'année, c'est une vraie question. Puis le moment de savoir, est-ce que je continue à acheter des bouteilles plastiques ou finalement est-ce que je m'intéresse à filtrer l'eau chez moi? Ça n'est peut-être pas une solution qui écologiquement et économiquement est absurde. Une question en tout cas absurde à se poser. Et puis, il y a les systèmes qui sont prévus pour une habitation complète, parce qu'on s'aperçoit aussi que finalement, si on veut avoir quelque chose de plus durable dans le temps et de plus pratique pour avoir tous les points d'eau, y compris les utilisations de la salle de bain et autres points d'eau qui peuvent être présents, ben, il y a des outils pour l'habitation complète, où dans ces cas-là, on va avoir de la préfiltration, de la filtration fine et une partie toujours vitalisation qui a été développée spécifiquement, notamment le module de vitalisation sur le principe des 4 éléments, si cher à mon cheminement existant dans la nature, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et ces 4 éléments ici sont présents pour permettre en fait à l'eau d'avoir sa structure en résonance et en référence à ce qui se passe en fait dans la nature, avec à la fois des éléments basés sur les micro-organismes efficaces qui sont plus présents au niveau de la Terre, la silice activée par des fréquences de calcaire marin, donc là on est plus proche de ce qui se passe au niveau de l'eau et notamment de la mer et des différentes résonances de ces calcaires et de l'impact vibratoire que ça a sur le vivant. Le plasma, c'est une eau plasmatique, ce sont des eaux particulières préparées avec différents éléments qui émettent un rayonnement plus fort pour permettre d'augmenter ce niveau de rayonnement pour l'eau dans toute une habitation. Et puis, on va retrouver la dynamique tourbillonnaire hein, qui est présente partout dans la nature. Chez nous, à travers ce qu'on appelle un vortexeur à implosion, c'est-à-dire conçu de manière particulière aux proportions du nombre d'or pour avoir à la fois une expansion et une rétraction de l'eau dans ce court laps de temps qui va générer ces phénomènes qu'on appelle implosifs au niveau de l'eau, dans les dynamiques tourbillonnaires, qui augmentent sa capacité en fait à se structurer. Pour information aussi, parce qu'il y a eu différentes sortes de questions sur les eaux de ruisseaux, de puits, de sources, potabilisation de l'eau de pluie. Évidemment, hein, il est possible de le faire aussi. Ça dépend à quoi on s'adresse, quelles sont la qualité des eaux au départ. Ça sera différent entre une eau de pluie et une eau d'un forage ou d'un puits sur laquelle on va avoir besoin d'analyse. Une eau de pluie, ça va être différent aussi parce qu'on n'a pas forcément les mêmes types de pollution. Ça dépend aussi quelle installation on a pour l'eau de pluie, comment est-ce qu'elle va être préfiltrée, ce sont des éléments relativement importants, mais à ça, on peut ajouter de la préfiltration, des systèmes UV quand c'est nécessaire et qu'il y a des problématiques bactériennes avérées qu'on va détecter dans les analyses, pour adapter des outils qui vont permettre d'arriver jusqu'à la potabilisation, bien que à l'heure actuelle, en ce qui concerne l'eau de pluie, par exemple, hein, la législation interdit la consommation de l'eau de pluie, bien que ça reste après à l'appréciation de chacun, ou d'ailleurs que ce soit les eaux de source ou les eaux de puits ou de forage, on peut tout à fait arriver à une potabilisation sans que ça soit trop complexe, hein, si on n'a pas évidemment des ressources trop polluées non plus, parce qu'il y a des secteurs où il y a quand même des niveaux de pollution importants, et d'avoir une eau d'un puits bien meilleure que l'eau du réseau non traitée d'ailleurs. Donc ça, c'est possible. Après, c'est plus des cas particuliers qu'on va étudier un peu plus spécifiquement en fonction des demandes. Voilà, mais ça existe. Puis bon, il y a aussi une gamme pour les professionnels, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Voilà. Sachez également que la société Amilo reverse 1% de son chiffre d'affaires annuel à l'association Water for World, donc qui est là pour favoriser la purification de l'eau dans le monde. Et j'en profite pour
ici annoncer un des soutiens que va apporter l'association à la première organisation en France de la journée du mouvement Honorons l'eau, qui aura lieu du 1er au 3 avril dans le sud de la France, au hameau de l'Étoile. Et donc, voilà, ça fait partie aussi des événements que l'association soutient pour faire en sorte que, d'une part, les connaissances dans ce domaine-là et la conscience des personnes autour de l'importance de cet élément grandissent, et puis qu'on puisse aussi mener des actions dans d'autres pays où, au-delà de la qualité, le fait de boire l'eau peut simplement amener à la mort parce que juste, voilà, il y a trop d'éléments à l'intérieur qui ne sont plus du tout favorables aux vivants. Voilà, donc ça fait partie des projets qui sont menés. On va commencer, je vais commencer à répondre à quelques questions qui ont été posées en amont, donc à travers les inscriptions au webinaire. Et puis, une fois qu'on aura répondu à ces quelques questions sur lesquelles il n'y a peut-être pas eu encore de réponse à travers l'exposé, eh bien, on ouvrira les questions en direct dans le chat pour pouvoir continuer d'approfondir ce sujet-là en fonction de vos attentes. Voilà. Donc, juste avant de revenir avec vous, sachez que il y a déjà un certain nombre de partenaires aussi qui nous ont rejoints. Si vous avez dans l'idée de développer une activité qui serait chère à votre cœur, vous serez les bienvenus de nous rejoindre dans cette aventure à Milo. Voilà pour information. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous retrouve tout de suite dans la salle pour répondre aux premières questions en direct avec tout le monde et puis ensuite à vos questions plus particulière. Voilà, merci de votre attention.